Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, en compagnie toujours, comme toujours, de Charles Dagneault. Bonsoir, Charles. Salut, André. Alors, ce soir, on va avoir des sujets, encore une fois, très différents. Moi, je vais aller un peu dans la suite de ce que j'ai fait la semaine passée, quand je vais parler du dossier noir de la GRC. Alors, un des dossiers noirs de la GRC, comme on verra. Et toi, on va aussi être un peu dans la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. Tu vas nous parler d'inventeurs victimes de leurs inventions. Alors ça, on va revenir là-dessus parce qu'on a parlé du sous-marin qui finissait mal la semaine passée. Ben là, on va être un peu encore dans le même ordre. La même continuité. La même continuité. Moi, mon histoire commence en 1974. En 1974, un agent de la Gendarmerie royale est arrêté après avoir été hospitalisé. L'agent, il s'appelle Robert Sanson. Et il est en train de poser une bombe qui lui a explosé dans les mains. C'était vis-à-vis d'un magasin, un grand magasin où il y avait une grève. Et semble-t-il que M. Sanson faisait ce genre de travail pour le milieu interlope, occasionnellement, de poser des bombes. Bref, un ripou, comme on appelle. Alors, on l'amène en audience préliminaire pour préparer son procès. Il est défiguré, il manque des doigts, c'est une bombe vous explose les mains. Hein. Et là, on lui demande, qu'en tant qu'agent de la GRC, qu'est-ce qu'il pense de faire des choses pareilles? Il s'exclame, « Ah, j'ai fait bien pire pour la GRC. » Le juge est fort intéressé. « Ah oui? Dites-moi en plus. » Alors, on va apprendre de quoi il parle. Il va déclarer, entre autres, qu'il est responsable d'un cambriolage survenu le 6 octobre 1972 à l'Agence de presse libre du Québec. L'Agence de presse libre du Québec, c'était une agence de presse, on pourrait dire de gauche, qui cherchait à sortir des informations qui n'étaient pas toujours relayées par les grands médias et par les agences de presse traditionnelles. Alors lui, sa mission était de mettre la main sur des documents qui pouvaient être compromettants pour des militants des mouvements de gauche et du mouvement indépendantiste québécois, plus spécifiquement du Parti québécois à l'époque, en 1972. Qui avait le vent dans les voiles, on le sentait. Alors là, l'opinion publique, les médias, tout le monde demande une enquête. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? On va découvrir qu'il n'y avait aucun mandat pour faire ça. Il a fait ça sans mandat, avec l'autorisation de ses supérieurs cependant, mais sans mandat. En 1976, et là, ça fait jaser, on veut en savoir plus. 1976, le Parti québécois, dirigé par René Lévesque, prend le pouvoir lors des élections provinciales, le 15 novembre 1976, et l'année suivante, on crée une commission d'enquête, la commission d'enquête Cable, d'après le nom du juge, pour enquêter sur l'implication possible de la GRC dans une série d'actes illégaux. On parle d'incendies, de granges, de séquestration, de kidnapping. Alors, le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, s'engage à coopérer avec la commission. On va voir que c'est pas tout à fait ce qui est arrivé. En fait, le gouvernement fédéral a créé sa propre commission, et la commission McDonald, et a fait obstruction autant qu'il a pu aux travaux de la commission Keble. Il en a contesté la juridiction devant les tribunaux. Il a procédé à une campagne de dénigrement qui allait même jusqu'à des calomnies sur la vie personnelle du juge Cable. Et finalement, la Cour suprême du Canada a statué qu'une commission d'enquête provinciale ne pouvait pas enquêter sur un organisme fédéral, mais devait se contenter d'enquêter sur des crimes spécifiques. Autrement dit, vous ne pouvez pas enquêter sur la GRC. Vous pouvez enquêter juste sur des événements spécifiques. Duplessis aurait dit, on le sait, la Cour suprême du Canada est comme la tour de Pise, elle penche toujours du même bord. Mais il va quand même sortir des choses intéressantes de ça. Même en enquêtant seulement sur des crimes, la commission Keble va en sortir des choses. Cependant, tout en minant la crédibilité de l'enquête provinciale, le gouvernement Trudeau crée sa propre commission, présidée par le juge David McDonald, un ancien président du Parti libéral de l'Alberta. Et la plus grande partie des travaux de la commission McDonald va s'effectuer à huis clos.
contrairement à ceux de la commission Keb. Et c'est sûr qu'on prépare un référendum sur la souveraineté du Québec. Ça peut être explosif. Alors, la commission Keb va quand même, malgré tous les obstacles, découvrir que, au moins, dans les années qui ont suivi la crise d'octobre 70, la GRC s'était engagée dans un programme d'espionnage des groupes nationalistes québécois, y compris le PQ, qui est un parti, il faut se souvenir, légalement constitué. Cette campagne a inclus, on a commis systématiquement des actes illégaux. Cambriolage à l'Agence de presse libre du Québec, dont j'ai déjà parlé, vol de listes de membres du PQ en 1973 au cours de ce qu'on avait appelé l'opération Ham. C'est un cambriolage, encore une fois, dans une entreprise qui s'appelait Messagerie Dynamique Inc. 66 agents de la GRC étaient impliqués dans cette opération-là. Incendie criminel en 1971 d'une grange où devait se tenir une rencontre entre des membres du Front de libération du Québec et des Black Panthers américains. Ça appartenait à une entreprise qui s'appelait Jazz Libre du Québec. C'était le rendez-vous de groupes contestataires. On met le feu, toujours pas de mandat. On a émis 13 faux communiqués du FLQ en 1971, rédigés majoritairement par une informatrice, Carole Deveau, qui, dans ce cas-là, jouait plus le rôle d'un agent provocateur. Le but, c'était de mettre sur pied une fausse cellule du FLQ, la cellule André Ouimet, et qui a même revendiqué un attentat à la bombe incendiaire à la compagnie Brinks de Montréal en janvier de la même année. Et le but était de faire sortir des gens, des sympathisants, pour leur faire commettre des crimes au nom du FLQ pour pouvoir les arrêter après. On a aussi volé de la dynamite en 1972 dans la poudrière de la Richelieu Explosives de Rougemont, encore par des agents de la GRC en service. Un autre des gendarmes a participé en juin 1972 au kidnapping de M. André Chamard, qui était un stagiaire dans une étude de droit qui défendait les accusés du FLQ. Encore, aux dernières nouvelles, être avocat de la défense pour quelqu'un accusé d'un crime, c'est pas illégal non plus, là. On a essayé de le recruter comme indicateur en le faisant chanter pour une affaire de drogue, en le maltraitant, puis en lui faisant des menaces de mort. On l'a même, si je me souviens bien, c'est lui qu'on avait enfermé dans une pièce, le nez collé contre le mur, la lumière ouverte et obligé de se tenir debout continuellement, comme on fait à Guantanamo, à certains suspects, qui est considéré comme de la torture par les instances internationales. Et on a réussi à trouver les noms de 3 officiers qui avaient participé, qui avaient autorisé le cambriolage à l'APLQ, le surintendant Cobb de la GRC, l'inspecteur Jean Coutelier de la Sûreté du Québec, la GRC n'était pas tout seul, et l'inspecteur Roger Cormier de la Police de Montréal. Et ils ont reçu une libération inconditionnelle de la part d'un tribunal en 1977, évidemment, sans qu'aucune raison ne soit invoquée pour la décision. La commission McDonald a quand même réussi à sortir, elle, que le GRC avait ouvert sans mandat, toujours, le courrier de 865 citoyens entre 1970 et 1977. On n'a arrêté aucun terroriste à la suite de ces ouvertures de courrier-là. Et il y a eu 7 tentatives en 1971 et 1972 de recruter des indicateurs en usant de menaces et d'intimidation, qui, la plupart de ces gens-là, ne faisaient partie d'aucun groupe suspect. Le sergent Laurent Hugo a même raconté avoir, avec des collègues, enlevé un homme dans la rue sans mandat, l'avoir séquestré pendant 15 heures dans une chambre d'hôtel en lui faisant subir un interrogatoire musclé accompagné de pression physique telle que le forçait à se tenir debout dans un coin face à un mur. Bon, c'est lui dont je parlais tantôt. Aucune information est obtenue de cette façon-là. Il a été relâché, l'homme en question, sans qu'aucune accusation soit portée contre lui. Le premier ministre Trudeau a nié avoir eu connaissance de ça, et pourtant, plus tard, des documents rendus publics vont prouver que oui, il était tout à fait au courant, et que c'est lui-même qui avait autorisé la GRC à enfreindre les lois dès 1969 pour combattre le séparatisme. Évidemment, quand la commission a voulu le faire témoigner, M. Trudeau il a refusé et on n'a pas insisté.
Je me souviens d'ailleurs encore de certains des interrogatoires. Entre autres, intéressant, le surintendant Cobb, il avait dit tout d'abord que ce qu'il avait fait ne pouvait pas être illégal si ça avait été fait par la GRC. Autrement dit, la loi, c'est nous. Deuxièmement, quand on lui a demandé, il dit qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dévoiler en public parce que ça serait dangereux, sécurité nationale. Alors on dit, oui, mais moi, je suis une commission d'enquête légitime. Si je vous pose la question sur un renseignement que vous considérez comme relevant de la sécurité nationale, qu'est-ce que vous allez faire? Si je veux pas que vous le sachiez, je vous mentirai. Clairement comme ça. Wow. Alors, on a découvert qu'il y avait un dossier, on a appris beaucoup plus tard que l'administration fédérale avait constitué un dossier de 2520 pages sur René Lévesque, dont beaucoup de pages encore aujourd'hui sont censurées. Donc, on voit, et M. Trudeau demandait, dans la fameuse réunion de 1969, M. Trudeau demandait que les services de renseignement fédéral, dont le plus connu était le service de sécurité de la GRC, et donc il n'y avait aucune loi qui encadrait leur mandat, eux autres, juste un décret ministériel. Il leur avait demandé de considérer les séparatistes, pas les terroristes, les séparatistes comme les communistes, c'est-à-dire d'utiliser à leur endroit des méthodes clandestines de surveillance et de contre-espionnage. Alors, on va voir et il y a eu un agent, à un moment donné, qui a émis un officier, qui est M. Starnes, qui a émis des doutes sur cette action-là. On l'a mis dehors, on a nommé un autre à sa place qui était plus coopératif. Tout simplement. Alors, on a, c'est un peu, en gros, c'est ça le dossier des années 70 en ce qui concerne la GRC. Le rapport de la commission d'enquête Kebble a été remis en 1981 et 17 agents ont été accusés de cambriolage, vol de dynamite, incendie criminel, etc. Mais la plupart ont eu des pardons par la suite, comme on s'en doute. Mais en 1983, on va créer le CRS, Service civil de renseignement et de sécurité, pour remplacer la GRC dans des services des options de contre-espionnage et de lutte contre la subversion. Mais on a donné des pouvoirs au SCRS qui leur permettent de faire tout ce que la GRC faisait illégalement. Ben, eux autres, ils peuvent le faire légalement. Et on va apprendre en 1992 que la GRC avait corrompu le ministre Claude Morin du gouvernement du Québec pour qu'il espionne le gouvernement pour la GRC. Mais pour nous dire que tout n'était pas terminé, on a eu l'affaire Maher-Arar en 2002, un citoyen canadien arrêté dans un aéroport américain, déporté en Syrie où il a été torturé à la suite d'informations inexactes transmises au FBI par la GRC. Et quand finalement, on va faire admettre à la GRC que les informations étaient fausses, la GRC va admettre qu'ils le savaient depuis un bout de temps, mais qu'ils n'ont jamais intervenu auprès du FBI pour dire non, c'est trompé, c'est pas lui le suspect. Et finalement, Maher-Arar va être rapatrié, mais il n'y aura jamais aucune accusation portée contre lui, et il n'y aura pas d'excuse non plus. Et et ça va être dévoilé en 2006. Et on a su par un documentaire récent qui vient de sortir que tout ce qui se faisait dans les années 70, depuis le 11 septembre 2001, ça se fait à nouveau et même pire. On se souviendra que les libéraux, dans le temps de la Révolution tranquille, dénonçaient la police provinciale de Duplessis et tous les abus qu'elle a commis, puis elle en a commis, mais elle n'a rien commis de cette envergure-là. On signalera aussi que aux États-Unis, la CIA, la GRC, la FBI, et on se souviendra de l'affaire Watergate, a fait des choses de ce genre-là, mais qu'il y a des gens qui ont été condamnés là-bas, contrairement à ici. Et c'est là-dessus que je vais terminer mon affaire, parce que toi aussi, tu as des affaires pas drôles à raconter, bien qu'ils peuvent être drôles sous certains angles. Et puis aussi, sur ton sujet, récemment, il y a eu des opérations du nom de Mr. Big, là où on va prendre un citoyen et puis on va ni plus ni moins l'utiliser puis le manipuler pour aller, par exemple, avoir des résultats positifs dans la lutte contre la drogue, le trafic de drogue, etc. Il n'y a pas de respect, on dirait, quand il s'agit de sécurité nationale. C'est qui? Le cas des Mr. Big relève la plupart du temps du crime organisé. Oui. Mais le problème avec ça, c'est qu'on risque de faire avouer à des gens
des choses qu'ils n'ont pas faites parce qu'on leur fait croire qu'ils vont avoir quelque chose au bout, un avantage s'ils avouent un crime grave. Ou ils les font carrément chanter puis ils gâchent leur vie pour le restant de leur jour. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Ça peut arriver. Ben, un autre sujet profond, oui, en fait, ça. aussi, qui va parler un peu de décès, malheureusement. C'est souvent le cas quand on parle d'histoire. Alors, c'est ces inventeurs qui ont tout donné, qui ont tout sacrifié pour leur poursuite, pour leur invention. La ligne entre l'action raisonnable et puis la stupidité est un peu mince. Une des définitions de la stupidité, c'est de persister dans quelque chose dont on est vraiment conscient et on est au courant que ça ne fonctionnera pas, mais on poursuit pareil. Dans le cas d'un gouvernement, on sait que c'est pour sauver la face. Là. En tout cas, la plupart du temps, c'est ça. Mais dans le cas d'un inventeur, c'est plus une question de déni, c'est plus une question d'avoir un biais, un bias, comment on dirait ça? Une tendance. Un biais, on peut dire ça. Ou un biais cognitif. Ou ce qu'on appelle la vision en tunnel. Très bon. On ne voit qu'un élément. Et puis, on va éliminer de notre vision tout ce qui pourrait faire obstacle, donc même la vie jusqu'à un certain point. Il y a des esprits audacieux puis créatifs qui ont entrepris de démontrer contre tous ceux qui s'objectaient à leur invention que ça allait fonctionner, puis ils ont carrément démontré le contraire. Alors, on va commencer là au 17e siècle. Parce que c'est arrivé avant aussi, on pourra le voir un petit peu si on a le temps, là. Un dénommé Henry Winstanley. Lui, il s'est mis comme objectif de construire un phare en Angleterre sur le récif de Eddystone. C'était un endroit très, très, très dangereux pour la navigation. Et puis, il va construire un rêve. C'est un phare, en tout cas, si on regarde les illustrations, il y a toutes sortes de mécanismes. Après, lui, il veut construire l'édifice le plus solide, le plus résistant, et c'est un peu un monument pour lui. Et puis, il va le construire contre vent et marée. En 1699, il est fier puis confiant. Même, il va faire une version 2.0, et puis là, il va décider d'affronter la pire tempête de l'époque en 1703. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Le phare, malheureusement, malgré tous ses concepts, n'a pas résisté et il est tombé sur son inventeur et puis démontré ici que, bon, on peut en construire des phares, mais il faut avoir quand même une certaine connaissance en architecture et en ingénierie. 1772. L'inventeur français, M. Fréminet, lui, a tenté de fabriquer un appareil de plongée, encore un autre. Alors, lui, il recycle l'air, c'est nouveau. Et puis, malheureusement, quelques minutes après avoir commencé à recycler sa respiration, ben, il est mort d'un manque d'oxygène. Et puis, ça a démontré que c'était pas au point. C'est ça, que le recyclage de l'air, ça augmente on peut augmenter la quantité en carbone. Et puis oui, puis c'était pas connu à l'époque. Ouais, c'est ça. On balbutiait dans ce domaine-là. C'est ça qu'il faut réaliser. Là. On peut pas juger, puis ça, c'est vrai pour tout dans l'histoire. C'est très important de savoir ça. On peut pas juger le passé avec nos valeurs morales actuelles, et surtout pas avec nos connaissances actuelles. Parce que là, c'était une époque où je peux pas faire autrement qu'admirer le monsieur en question, M. Fréminet. Il a osé, ça lui a coûté sa vie, mais quand même, il a démontré que ça fonctionnait pas, donc il a eu son utilité pour ceux qui vont venir après lui, ni plus ni moins. Et puis, nous autres, on le sait parce que des gens comme lui ont fait des expériences. Là, on part des profondeurs de la mer. On est toujours au 18e siècle. Et puis, on monte à ce fois-là dans l'atmosphère avec Jean-François Pilate Durosier. C'est un nom assez connu comme un des pionniers de l'aéronautique en France. Lui, il va commettre l'exploit de traverser la Manche dans une montgolfière. Mais un peu esprit scientifique, il va décider d'ajouter un ballon d'hydrogène à la montgolfière. Alors, on sait que l'hydrogène étant le parfait combustible, c'est ça qui va arriver. D'ailleurs, il subissait une pression parce que il y avait un compétiteur qui, lui, a traversé la Manche dans une montgolfière standard. Alors, on attendait que Pilate Durosier
refasse le même exploit rapidement. Mais il y avait des problèmes avec son concept. Et puis, je crois qu'il n'était pas prêt du tout, d'après ce que de toute façon, qui dit une montgolfière dit une flamme, puis avec de l'hydrogène. Ça a été démontré maintes fois dans l'histoire. C'est ça. En 1907, dénommé J.A. Morrell, toujours dans le domaine de l'aéronautique, lui, il va faire un prototype d'un immense dirigeable, parce que dans sa vision, les villes et le ciel est peuplé de dirigeables et de ballons, puis c'est la façon de se déplacer et de voyager dans l'avenir. Il y a cette grande vision-là. Alors, il va construire son appareil, mais il l'a pas testé. Mais évidemment, il va rencontrer certains problèmes financiers, donc il doit trouver des investisseurs. Quoi de mieux que de faire une démonstration de l'appareil, puis quoi de mieux d'embarquer les investisseurs dans l'appareil pour leur montrer la merveille. Et voilà, on a de l'hydrogène à l'intérieur, notre bonne vieille amie hydrogène qui va, lui, évidemment, s'enflammer quelques secondes seulement après le décollage. Il y a 7 nacelles équipées de moteurs qui vont commencer à cafouiller. L'enveloppe va se dégonfler, puis tout le monde va être blessé. Ils vont survivre. L'inventeur, M. Morrell, bien évidemment, va faire face à d'innombrables poursuites. Les investisseurs, évidemment, vont laisser tomber le projet. Donc, lui, il est pas nécessairement mort physiquement, mais en tant qu'inventeur et en homme d'affaires, ça a été pratiquement la fin de sa carrière. J'ai pas vu qu'il avait recommencé après. Une mort professionnelle. Là, on va sauter dans le temps. On est en 1973, dénommé Henry Smolinski et son compère Harold Blake. Ces 2 ingénieurs de chez Northrop Aviation, quand même, c'est pas des ignorants ceux-là. Eux autres, c'est le vieux rêve de l'automobile volante. Hein, on est dans les années 70. On s'imagine encore que pour aller travailler le matin, on embarque dans notre voiture, on met les ailes, on s'en va à l'aéroport, et puis de là, c'est le bon vieux rêve. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre un Ford Pinto, qui est une petite voiture compacte de ces années-là. Et le Cessna Skymaster, c'est un avion dont l'hélice est propulsive. Est à l'arrière au lieu d'une hélice tractive, comme on voit habituellement. Donc, on peut prendre cette section d'avion-là, mettre ça après, coller ça ni plus ni moins après un Pinto, et qu'est-ce qu'on a? On a une automobile volante, et ça va fonctionner. C'est ça qui est quand même le plus incroyable. Il va y avoir plusieurs tests qui vont être faits. Le pilote engagé pour la circonstance va dire dernier test, problème, parce que le couplage semble céder, il y a des bruits bizarres, il va falloir tout revérifier ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Évidemment, notre monsieur Smolinski et Blake n'ont pas tenu compte de ça. Ils étaient tellement pressés de faire une deuxième démonstration publique que les deux ont pris le contrôle de l'appareil, ont décollé, et ce qui devait arriver arriva. L'appareil s'est séparé en 2. Là, c'est là qu'ils ont découvert qu'un automobile, ça atterrissait pas très bien s'il n'y a pas d'aile après. Et puis, les 2 inventeurs vont y perdre la vie. Et puis, il y en a d'autres qui vont s'essayer. C'est pas les premiers à perdre la vie dans une automobile avion. On va revenir un peu en arrière. J'ai déjà parlé de Horace Lawson Hunley, qui était un inventeur durant la guerre civile américaine, qui, lui, a construit un submersible. Et durant les essais, c'était un submersible suicide, ni plus ni moins. Il a fait 21 victimes en tout, la plupart du côté confédéré. Mais il est mort lui-même dans son invention. Par contre, les submersibles, ça fonctionne. C'était la guerre, et puis on n'avait pas le temps de pousser les concepts et de les développer au maximum. Il y a eu à en souffrir de ça. Et puis, c'était un prototype. C'était la première fois qu'on faisait ça. D'ailleurs, il a fonctionné. Bien, il n'avait eu auparavant. Il y avait eu Fulton, qui en avait essayé un durant la guerre d'indépendance. Un dénommé Bushnell aussi, qui avait même réussi à New York. Oui. Mais c'est à ce moment-là qu'on a parlé de la première fois qu'un submersible a coulé un navire durant une attaque. Et puis, mais effectivement, c'est les essais du submersible qui avaient été plus meurtriers que son action au combat. Une chose qui est étonnante aussi dans tout ça, c'est il y a une quantité énorme de gens qui sont morts de ça. Là, j'ai fait une liste où j'ai choisi mes sujets préférés. Ça, c'est le choix du président, ni plus ni moins. Un dénommé Cower
Phips-Cole. Lui, c'est un inventeur anglais, capitaine de la Royal Navy. Il a inventé la tourelle rotative, quand même, sur les navires de guerre à l'époque. Et puis, il a fait construire le HMS Captain, qui était son bébé, son invention. Malheureusement, il était expérimental et puis il a été modifié beaucoup selon les exigences de la marine britannique. Donc, il s'est retrouvé à ce qu'on appelle un métacentre, c'est-à-dire le centre de gravité très, très élevé. Et puis, lors d'une opération, il a chaviré et il va avoir fait 500 victimes qui vont se noyer, incluant Monsieur Phips-Cole, qui était à bord au moment de l'accident. Il nous reste moins de 2 minutes et ça, je trouverais dommage de terminer sans parler de Wang Yi. Oui, exactement. J'y allais. Selon une légende chinoise, Wang Yi, c'est un fonctionnaire du gouvernement c'est au 16e siècle, au 15e siècle, sous la dynastie Ming. Puis lui, il avait l'ambition de voyager, monter dans la Lune au moyen d'une chaise spéciale qu'il a conçue lui-même, à laquelle il a attaché 47 fusées. Ça aurait pu fonctionner, mais ce qui est arrivé, tu le disais si bien. Oui, alors on avait 47 fusées avec 47 serviteurs qui devaient allumer les mèches. Ils ont fait, ça a fait un grand boom et beaucoup de feu et de fumée, et on n'a jamais retrouvé Wang Yi. Alors, je vais laisser... peut-être rendu sur la Lune, mais pas d'un seul morceau, probablement. J'avais au moins une vingtaine d'autres ici, de tout. Périlios d'Athènes, lui, il a inventé le taureau brûlant, une torture, puis il a fini dedans. La même affaire avec un Chinois dénommé Lysi, qui lui aussi a goûté à son invention. Alors, comme tu le dis, on pourrait faire une autre émission à un moment donné puis continuer avec dans la même veine parce que c'est inépuisable. C'est inépuisable. Et inversement, moi, mon sujet, malheureusement, ça risque d'être inépuisable aussi quand on parle des abus policiers et des abus des services secrets. Mais bon, pour cette semaine, c'est tout le temps qu'on a. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat en compagnie de Charles Dagneault qui vous dit au revoir, à la semaine prochaine. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.